Le film commence par la retransmission d'échanges radio à propos de problèmes techniques sur une centrale nucléaire, sur fond de générique en mouvement. Une jeune fille, Anna, roule tôt le matin à vélo à travers la forêt sous un vent violent. Près d'un étang, son amie Meiki l'attend. Elle se déshabille entièrement et nage, laissant leurs vêtements sur le ponton en bavardant. Les deux filles projettent de quitter la petite ville provinciale de Schlitz, où elles vivent et étudient. Deux adolescents arrivent en courant, dont le petit frère de Meiki, et en riant emportent leurs affaires. Anna rentre chez elle vêtue d'un sac plastique. Tout le monde rit de son allure audacieuse. Après le petit déjeuner, sa mère la conduit à l'école avec son frère en voiture. Mais la fille arrive tout de même en retard au début du cours. En classe, son ami lui rend le sac avec ses affaires, dont un des garçons extrait aussitôt son maillot de bain, se moquant et éclatant de rire. Rouge de honte, Anna lui arrache ses vêtements. Ne connaissant pas la leçon, elle marmonne des réponses à côté de la plaque aux questions du professeur sur la photosynthèse. C'est un nouvel élève, Elmar Koch, qui répond à sa place, impressionnant le professeur et les camarades par ses connaissances. Après les cours, Anna part travailler à la bibliothèque, où elle croise à nouveau le garçon. Il dévore des yeux sa jolie camarade. Son amie Meiki arrange un rendez-vous avec Elmar pour obtenir de l'aide pour l'examen. Mais il est probable qu'elle veuille surtout flirter avec ce nouveau venu séduisant, et selon les rumeurs, très riche. Et Elmar, lui, ne peut pas résister à la perspective d'inviter Anna chez lui. Le garçon rentre chez lui en voiture chargé de boissons et de snacks. Il trouve un petit gâteau avec une bougie et de l'argent dans une enveloppe. On devine que c'est son anniversaire. Le soir, les deux amis viennent chez lui. Dans la cour intérieure du luxueux manoir, Anna et Elmar discutent et boivent du coca, tandis que plusieurs garçons de leur classe s'introduisent de force dans la maison. Elmar tente de chasser les intrus, et c'est alors que ses parents rentrent. Sa mère est gravement malade, marche avec difficulté, et son mari l'aide tendrement à sortir de la voiture. Les fauteurs de troubles, voyant les propriétaires, prennent aussitôt la fuite. Les deux amis rentrent également chez elle. Le lendemain, la mère d'Anna part en conférence, laissant son petit frère Uli sous la garde de sa sœur. La jeune fille bougonne, se demandant si elle est censée jouer les nounous pour ce gamin. Mais juste avant le départ, elle se réconcilie avec sa mère. Lors de l'examen, Elmar sort de la classe, laissant à la jeune fille un petit mot. Il se retrouve dans une autre salle où il tente de lui dire qu'elle lui plaît et l'embrasse. À la sirène d'alerte aérienne, les adolescents retournent en classe. Elmar est persuadé qu'il ne s'agit pas d'un exercice, car même l'horloge de la salle s'est arrêtée, et il essaie de convaincre le professeur que c'est le signal d'un accident à la centrale nucléaire toute proche. L'évacuation d'urgence commence à l'école, mais Anna ne peut pas rentrer chez elle sans aller chercher son petit frère, qui est dans une autre école. Elle part en voiture avec d'autres camarades, ravie de l'occasion imprévue de sécher les cours et de s'amuser. Pourtant, il semble qu'il y ait eu un rejet massif sur les réacteurs nucléaires de Mark-Ettersberg, près de la ville de Schweinfurt. Malheureusement, c'est justement là que la mère d'Anna est partie. Les parents d'Elmar se rendent à l'aérodrome pour prendre un vol en jet privé, et il leur dit au téléphone que si dans 1 heure il n'est pas là, ils doivent partir sans lui. En rentrant chez elle, Anna voit que son frère est déjà là, ramené par le bus scolaire. Les voisins quittent les lieux en masse, mais les enfants ne peuvent pas partir, n'ayant pas d'autre voiture. Elmar parvient enfin à rentrer chez lui, mais ne trouve pas les clés de la voiture. Il semble que son père les ait prises. Anna et son petit frère ferment toutes les fenêtres et se réfugient dans la cave. Ils n'arrivent pas à joindre leur mère et s'inquiètent beaucoup. Finalement, elle les appelle et leur ordonne de partir pour Hambourg, chez leur tante, car rester à la maison est très dangereux. Soudain, la communication est coupée. Elmar force le contact et tente de démarrer la voiture sans clé. Il finit par y arriver. Pendant ce temps, Anna et Uli traversent une ville déserte à vélo. Elmar arrive devant chez elle, mais la jeune fille est déjà partie. À la sortie de la ville, c'est la panique et la cohue. Les routes pour les voitures sont bloquées. Dans le ciel, on aperçoit déjà le nuage radioactif qui approche. Dans cette situation, les enfants à vélo sont avantagés. Ils traversent un champ pendant que la police retient les autres derrière des barrières. Mais certains automobilistes réussissent tout de même à passer et on voit des voitures rouler à toute vitesse à travers le champ. Avant la route principale, Uli, lancé en descente, n'a pas le temps de freiner et se fait renverser par une voiture. Anna prend dans ses bras le corps inanimé de son frère et pleure sur lui au milieu de la route. Des automobilistes arrivés sur place portent le corps du garçon dans les buissons au bord de la route et emmènent de force Anna avec eux. Près de la gare, un énorme embouteillage s'est formé. Les gens abandonnent leurs voitures sur l'autoroute et courent vers les trains. La sirène hurle, la foule est dense, les trains sont bondés.
Les portes de la gare sont fermées, mais la foule en colère force le passage et envahit les wagons. L'atmosphère est digne d'un véritable film apocalypse. Anna reçoit Elmar dans la foule, mais lui ne la voit pas. La jeune fille tombe sur le sol en béton tandis qu'une foule affolée lui passe à côté en courant. Elle n'entend plus rien en état de choc post-traumatique. Finalement, elle ressort de la gare et retourne en ville. Dans le ciel, un orage nucléaire s'installe. Des éclairs lointains déchirent les nuages enfumés et la pluie radioactive commence à tomber. Anna s'allonge de tout son long sur les pavés, pleurant sous les torrents d'eau empoisonnée. Elle ne reprend connaissance que dans un hôpital de campagne près de Hambourg. Une perfusion dans le bras, des médecins affairés autour d'elle. Un jeune médecin au regard bienveillant, prénommé Anne, lui promet de se renseigner sur sa mère. Autour d'eux, les patients meurent les uns après les autres. L'état de santé d'Anna s'aggrave. Ses cheveux tombent par poignées et elle est prise de nausées incessantes. Peu à peu, elle devient une pâle copie d'elle-même, semblable à une vieille femme minuscule avec quelques mèches grises. Un jour, Anna voit Elmar surgir dans la salle, déterminée à la voir. Mais elle a peur de lui faire face. Pourtant, cela lui importe peu, car il est venu pour rester avec elle. Son foulard glisse, révélant sa tête chauve, et Anna est profondément gênée de se montrer ainsi à l'homme qu'elle aime. Mais il la rassure, l'entourant de ses bras et l'embrassant. Les amoureux cherchent un moment d'intimité et montent sur le toit de l'hôpital. Elmar raconte à Anna combien il aime sa mère, partiellement paralysée à la suite d'un AVC. Autour de son cou, il porte une bague que sa mère lui a offerte à Londres, lors d'un voyage en Europe. Le garçon promet à sa bien-aimée qu'ils resteront ensemble et surmonteront sa maladie. Finalement, la tante d'Anna arrive et lui annonce une triste nouvelle. Sa mère est décédée. La jeune fille se sent coupable de la mort de son frère. Sa mère lui avait toujours dit qu'elle était encore trop immature pour assumer ses responsabilités. Si elle avait mieux veillé sur lui, il serait encore en vie. Pour la réconforter, Elmar met de la musique et l'invite à danser. Il lui promet toutes sortes de folies romantiques. Des bains remplis de roses et des avions écrivant son nom dans le ciel. Soudain, le père d'Elmar arrive, exigeant que son fils quitte immédiatement l'hôpital réservé aux patients irradiés. Elmar ne veut pas partir, mais Anna le chasse. Elle veut qu'il reste en bonne santé et se demande comment elle n'y avait pas pensé plus tôt. Quelques jours plus tard, sa tante la fait sortir de l'hôpital. Elle offre à sa nièce un joli bonnet, mais Anna repousse le cadeau. À Hambourg, elle s'inscrit à l'université. Un jour dans le bus, Anna croise Meiki, son amie du lycée. Cette dernière n'a pas été contaminée, ayant réussi à partir avec sa famille dans le dernier train. Meiki n'est pas pressée de renouer le contact. Elle comprend qu'elle est désormais une paria. Tout le monde évite la jeune fille chauve car personne ne veut risquer une exposition à la radiation. À l'approche de l'hiver, elle aperçoit par hasard Elmar dans la rue mais s'éloigne. Il la rattrape et tente de lui parler. Un passant fait remarquer au garçon qu'il ne devrait pas discuter avec une irradiée. Elmar se jette sur lui et le frappe violemment, puis donne rendez-vous à Anna le soir devant l'hôtel de ville. La jeune fille reporte un voyage prévu avec sa tante pour le rencontrer. Près de l'hôtel de ville, elle achète un journal et lit une nouvelle. La zone numéro 3 est à nouveau ouverte au public. Elmar arrive derrière elle et lui couvre les yeux avec ses mains. La portant sur son dos, il traverse la ville. Tous deux sont heureux de se retrouver enfin. Assis sur le quai au crépuscule, Anna confie à son bien-aimé que son petit frère repose toujours là-bas, sans sépulture, dans les buissons au bord de la route. Elle ne sait pas quand elle pourra enfin enterrer son corps. Pas plus qu'elle ne sait combien de temps il lui reste à vivre. Le garçon la réconforte en lui assurant que les médecins sont optimistes. Dans l'appartement d'Anna, ils passent la nuit ensemble. Mais au matin, Elmar découvre de nombreuses lésions sur son corps. Il quitte l'appartement sans même lui dire au revoir, et de retour chez lui, montre sa poitrine à ses parents. Il leur annonce qu'il ne partira pas avec eux pour l'Amérique. Sa mère et son père le serrent en larmes dans leurs bras. Dans la journée, Anna le voit sous la fenêtre de l'université. Il lui dit qu'il part aux États-Unis pour sa mère et ajoute qu'il l'aime, précisant qu'elle n'est pas en cause. De retour à l'intérieur, Anna s'effondre sur le sol en béton en pleurs. Chez sa tante, elle regarde ensemble de vieilles et plus récentes photos de famille, se remémorant leurs proches disparus. Au centre médical où Anna se rend régulièrement pour des examens, elle croise une ancienne camarade de chambre. Celle-ci laisse échapper qu'Elmar est actuellement hospitalisé ici. Sur l'un des lits de la salle commune, Anna aperçoit la bague de son petit ami. Mais lui n'est pas là. Elle le retrouve sur le toit. Il se tient au bord sous une pluie battante. Le garçon avoue qu'il a reçu une énorme dose de radiation lorsqu'il a quitté la ville. En larmes, Anna tente de le consoler. C'est désormais à elle de dire qu'ils surmonteront tout ensemble.
Lorsqu'Elmar est autorisé à quitter la clinique, ils prennent la voiture pour se rendre à l'endroit où le petit Uli a perdu la vie et commence à chercher son corps dans un champ de maïs desséché. En retrouvant ce qu'il reste de son frère, Anna reste longtemps figée au-dessus des ossements, incapable de prononcer un mot. Elmar creuse la tombe et les deux amoureux enterrent Uli, déposant sur le monticule de terre fraîche un petit singe en peluche qui était resté là, sur le bas-côté. Sur le chemin du retour, le couple remarque que les premiers cheveux d'Anna commencent à repousser. Ravie, elle se dresse sur le siège du cabriolet ouvert et tend la tête au vent, les bras écartés. Peut-être ont-ils encore une chance tous les deux. Une note documentaire en fin de film informe qu'il reste encore sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne 17 centrales nucléaires en activité où de nouvelles pannes continuent d'être signalées. Le film se termine ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo et écrivez en commentaire ce que vous pensez de ce film. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.